Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi ce jour encore de vous savoir très nombreux derrière vos petits écrans à l'écoute de ce programme dominical sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Bienvenue sur Tour de table, votre émission qui adresse, convoque, analyse et déploie l'information comme nulle part ailleurs. Tour de table, votre émission qui tous les dimanches ici même sur le plateau reçoit un panel riche et varié d'experts qui viennent ici croiser le verbe, à ressortir la quintessence, la substance, substrat, l'efficience, et même la science qui réside au traitement de la bonne, mais au-delà de la très bonne information. Vous êtes donc à la bonne adresse, mesdames, messieurs, dimanche encore, asseyez-vous confortablement. Nous avons bon espoir qu'on va passer encore aujourd'hui 2 heures de pur bonheur en télévision. Le temps de repartir de l'autre côté de la régie, là-bas, prendre cette légère transition. On revient juste après pour déployer le tapis rouge à ceux qui sont déjà présents ici en studio, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence ce dimanche encore, qui sont venus adresser avec pertinence, véhémence et les différentes thématiques qui seront tout à l'heure portées sur la table. Tout de suite pour la suite. Voilà de retour sur le plateau de l'émission autour de table de ce dimanche de l'an de grâce 2000 février, de l'an de grâce 2025. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux. Pour ceux que nous prenons en relais pour la première fois, c'est bien votre émission Tour de table qui est diffusée tous les dimanches. Ça se passe sur 10h30, 12h30 chez les antennes d'Horizon 3 Télévision. C'est votre dominical qui adresse les problématiques saillantes de la semaine. Bienvenue, abonnez-vous à cette chaîne. Votre fidélité nous honore. Maintenant que les présentations ont encore été refaites, et bien comme ça, déroulez au tapis rouge à ceux qui sont avec nous ce dimanche matin encore. Il est avec nous sur le plateau, c'est le Seigneur, c'est un homme politique émérite, c'est un homme politique aguerri, c'est un homme politique qui n'a pas sa langue dans la poche, dit-on, lorsqu'il est là, la vérité s'établit. Il est au cadre de l'Union des populations. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous les panélistes. Oui. Bonjour à tous ceux qui accordent de leur temps pour nous écouter. C'est toujours un très grand plaisir de se retrouver sur votre plateau avec les jeunes frères ou les jeunes fils pour essayer d'échanger sur ce qui peut être intéressant pour notre pays. Voilà, merci d'être avec nous ce dimanche matin. Nous souhaitons vous avoir sur le plateau sans adresser la problématique d'un motion de soutien qui a été signé récemment par Bapolipo et le ministre territorial qui engage l'UPC, qui invite l'UPC à voter président en octobre prochain à la présidentielle. Vous êtes au cas de l'UPC, on n'a pas trop entendu les militants sortir après ça. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette motion de soutien? Qu'est-ce qui se passe pour que l'UPC, aujourd'hui, n'a pas encore de candidat officiel déclaré, Bapolipo a signé sa motion de soutien qui engage l'UPC? Merci beaucoup. Le problème de l'UPC ne devrait plus surprendre personne au Cameroun. Pour ce qui concerne Bapolipo, Robert, je tiens à rappeler ce que tout le monde est censé déjà savoir, qu'il a été nommé secrétaire général par Atanganji, ministre, et que les textes qui régissent le pays ne permettent pas de nommer des dirigeants des partis politiques. Vous les connaissez, ces textes-là. Que l'UPC a choisi, parce que c'est un parti qui respecte la République, de saisir les juridictions compétentes qui ont apporté plainte à celui qui a nommé, c'est-à-dire à l'État du Cameroun représenté par son ministère de l'administration territoriale, qui a perdu le procès, qui a interjeté appel, il a encore perdu. Il s'est saisi de la Cour suprême, il a encore perdu. Tous les ressorts sont épuisés.
dont la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. Il n'y a plus de voie de recours. Mais que Paul Hippolyte continue à s'exhiber comme ça devant le monde entier, malgré les décisions de justice, c'est à vous d'apprécier quelle est cette république. Pour ce qui concerne l'UPC et l'élection présidentielle qui arrive, je redis ce que nous avons déjà dit. L'UPC sera à l'élection présidentielle de 2025 sous sa propre bannière et avec son propre candidat. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que vous compreniez que l'UPC a encore autre chose qu'il faut vous dire pour vous faire comprendre? Demandez-nous. Je suis là, je vais vous dire. Paul Hippolyte n'est pas l'UPC. L'UPC n'est pas un individu. Et puis à l'UPC, on ne va pas nous imposer quelqu'un pour dire c'est lui. En nous l'imposant, on nous a empêchés d'être aux élections de 2020. Vous avez vécu ça. On nous impose, on jette toutes les listes, on dit qu'il y a double liste. Mais il n'y a pas longtemps, l'ECAM a tenu des conférences au Mont Fébé. Et au cours de ces concertations, le président du conseil électoral reconnaît l'acte de Minat que l'UPC a eu alors de son congrès de 2017. Mais que cette ELECAM n'a pas reconnu en 2020. Parce qu'en disant qu'il y a double liste, ça voudrait dire qu'il y avait double acte. Or, il n'y a qu'un seul acte du Minat. Nous avons fait un congrès. Il y avait le préfet, il y avait des ministres et tout. Nous avons une direction qui a été élue. Le ministre a pris acte de ce changement de congrès. De but en blanc, quand le ministre change, un autre arrive, il nomme Paul Hippolyte. Bon, faites votre propre religion de la situation. Ce qu'il faut retenir, c'est que Paul Hippolyte n'est pas l'UPC. C'est un individu, il peut soutenir qui il veut. Mais l'UPC sera à l'élection présidentielle sous sa propre bannière et avec son propre candidat. Voilà, merci à vous d'être avec nous sur ce plateau ce dimanche. Pascal Ikam est avec nous sur ce plateau habitué des plateaux d'Horizon 3, mais première fois sur tour de table. C'est l'universitaire Pierre Lolique Nkoulou. Docteur, bien le bonjour, docteur. Merci, bonjour, M. Lucas. Merci de nous avoir invités. Et je salue affectueusement les copanélistes de ce dimanche. Voilà, docteur Loïc Koulou, on vient là comme ça de faire état de la situation réelle de l'UPC aujourd'hui. Paul Hippolyte n'a pas le droit d'agir comme secrétaire de l'UPC parce qu'un, il était nommé, et deux, même les tribunaux ont tranché à sa défaveur. Mais malgré ça, le ministre qui est le garant quand même de la sécurité, de l'intégrité territoriale et la tutelle des partis politiques continue comme ça à s'afficher de manière ostentatoire avec quelqu'un qui emporte en foi de la loi. De manière claire, du moins, dès qu'on écoute le récit qui nous a été dit ici par Pascal Ikam, comment est-ce que vous, en tant qu'universitaire, vous percevez cette attitude, ce comportement, au lieu d'incarner des institutions, un ministre de la République se permet plutôt de se mettre en porte-à-faux ces institutions pour des fins que lui seul connaît. Comment vous analysez ça en tant qu'homme politique? Merci, monsieur. Il faut dire que la loi de 1990 sur le parti politique dit clairement, elle est assez claire sur le mode de désignation des membres de partis politiques. C'est-à-dire les partis sont d'abord des associations, mais à but politique. Et maintenant, expliquer, un membre de l'UPC a été nommé, alors on sait très bien que l'État n'a pas qualité à désigner les membres des partis politiques au regard de la loi de 1990, sauf si la loi a changé avant cette nomination. Mais je crois que depuis décembre 1990, c'est la même loi. Elle a peut-être connu des petites modifications ou elle a en cours de prendre des modifications. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que les partis politiques se constituent librement
Et ce qu'il y a à dire ici, c'est que lorsque vous adhérez à un parti politique, il faut qu'on se rassure que vous n'êtes pas membre d'un autre parti politique. Je ne vois pas l'intervention. Pourquoi est-ce qu'un ministre de la République devrait intervenir pour désigner un membre d'un parti politique, à moins que la loi ait changé. Donc tant que la loi ne change pas, et tel que M. Ekan l'a bien déroulé, tous les voies de recours ont été épuisées. Les voies qui pouvaient permettre de juger de la légalité ou de l'illégalité de l'acte du ministre ont été approuvées. Et il a été débouté on a donc l'individu qui a été désigné par l'OMINAT, secrétaire général de ce parti, n'a plus droit de porter cette casquette au regard de tout l'armada juridictionnel qui a été entreprise partant de la plus petite instance jusqu'à la grande instance pour dire que l'acte posé par M. le ministre de l'administration territoriale est caduc et n'a pas le droit de citer, ne doit pas continuer à exister. Donc je pense que l'UPC, conscient de déjà en s'appuyant sur la loi de 90, en s'appuyant sur ses textes fondateurs, est libre de soutenir ou de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, sans toutefois tenir compte de la vie d'un membre qui a connu, pas une déchéance, qui est un individu de ce parti, mais qui agit en tant qu'individu pour soutenir une candidature d'un autre candidat. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat. Du moment où la loi a tranché, on doit s'en tenir à la loi, et c'est ça la République. Un éminent universitaire a souvent pour habitude de dire que la République c'est la loi. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas la République. Voilà. Donc nous devons nous en tenir à la loi. Et il y a ici la loi sur les partis politiques et les différentes décisions de justice rendues pour rendre caduque la décision du ministre de l'administration territoriale. Voilà, merci d'être avec nous ce dimanche matin pour le docteur Loïc Nkoulou. Il est avec nous ce matin aussi, en sociopolitique émérite assez brillant, un visage très comme de l'univers aujourd'hui au Cameroun, et très recherché. Franck Manson, bien le bonjour. Bonjour Bécran, merci pour l'invitation. Bonjour à mes copanélistes. Je ne manquerai pas de dire également bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Voilà, Franck Manson, qu'est-ce qu'il peut expliquer l'entêtement du ministre de l'AT à aller systématiquement contre les décisions de justice? Est-ce que le risque, lui, on dit qu'il n'y a pas de risque réel parce que la justice a tranché, mais est-ce qu'on ne va pas là vers, comment dire, un motif de bicéphalisme qu'on pourra brandir le moment venu à l'UPC pour que l'UPC soit absent de son président? Et ce n'est pas ça le véritable risque que l'UPC peut encourir aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer l'entêtement du ministre à se positionner comme ça, en porte-à-faux à la loi? C'est la raison pour laquelle je voudrais un tout petit peu refaire l'histoire du parti UPC, qu'on comprenne très bien ce qui se passe. Je pense que nous savons tous ici qu'autrefois, c'était un parti phare de notre langue, de nos politiques, pas notamment du Cameroun. Et on sait très bien toute la capacité de mobilisation qu'avait l'UPC. Parce qu'ayant à la tête des personnes suffisamment influentes comme les Oumnobert et bien d'autres. Et ce qui s'était passé, c'est que les colons, ayant donc apprécié cette capacité de nuisance à leurs intérêts, ils avaient infiltré ce parti pour le diviser. Et après cette division, on peut tous se rendre compte que ce parti est allé de fragilisation en fragilisation. Comme ceux aujourd'hui qui sont à la tête de notre nation ne sont que le prolongement ou bien le reflet de ces stratégies, de techniques, méthodes de domination et de gouvernance, c'est ce qu'ils essaient tout simplement de reproduire. Mais ce qui est tellement marrant, et c'est ce qui justifie à suffisance la faiblesse de la structure de notre État, c'est qu'on va surfer justement sur les intérêts individualistes, c'est-à-dire pour diviser l'UPC. Bapod, comme il a dit, même s'il est nommé par le ministre, si Bapod n'est soutenu par personne, je ne pense pas que cette nomination pourrait peser.
C'est tout simplement parce qu'au sein de l'UPC, il y a aussi une frange d'individus qui sont d'accord justement avec cette orientation-là. Donc vous voyez très bien que le pouvoir justement en place, étant conscient de la capacité de nuisance, entre guillemets, de l'UPC, fait usage des mêmes techniques justement que leurs prédécesseurs. J'entends ici par prédécesseur la classe dirigeante coloniale. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui explique donc que le ministre ait la capacité de s'opposer au pouvoir de décision? Il faut qu'on le dise comme ça sans faire là. C'est parce que le ministre est soutenu par ce qui pourrait peut-être être plus grand que la justice. C'est simple. Parce que s'il n'avait reçu aucun soutien, il est clair que la justice aurait eu la capacité de le plier. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que comment se fait-il qu'une décision de justice est rendue et qu'un ministre de la République aille à l'encontre de ces décisions de justice sans que sa hiérarchie, justement, ne puisse taper le poing sur la table. Donc, quelque part, on comprend que la démarche, justement, du ministre sert les intérêts de ceux qui ont la capacité, justement, de lui imposer le respect de la décision de justice. Il faut le dire comme ça. Mais c'est de bonne guerre, on est en politique. Quand vous avez un adversaire en face de vous dont vous estimez être puissant et ayant peut-être ses capacités de, justement, d'avoir raison sur vous, vous allez user de tous les moyens qui sont à votre disposition pour tenter de l'étouffer ou alors de l'effacer. Donc c'est ce qui se passe. Il ne faut pas le faire en violation de la loi. Même la violation, là, parfois, c'est un moyen. C'est un moyen, même la violation, là, parfois, apparaît comme étant un moyen. Alors là, on n'est plus dans une république. Là, on est hors de la république. Voilà, merci François Tanou, ce dimanche matin. Je vais présenter aussi avec nous ce matin, dimanche matin, non des moindres. Il est journaliste, il est communicant pour le Rassemblement du peuple camerounais RDPC. C'est un visage très connu dans le niveau du Cameroun, journaliste et communicateur émérite. Bonjour. Bonjour Bertrand Bicard, bonjour à nos millions de téléspectateurs et également à nos co-discutants. C'est un plaisir pour moi d'être de votre aujourd'hui. Voilà, Simon Metiengue, vous êtes libre de répondre à X ou Y sur les interpellations, mais moi je vais vous orienter la même question dans un autre pan. De l'avis de beaucoup d'observateurs, ils ont estimé tout de même que, bien que Atangandi soit ministre de la République, un gouvernement, qu'on va dire, issu comme ça du RDPC au parti au pouvoir, lorsqu'on est ministre, on cesse d'être ministre pour un parti politique. Et beaucoup d'observateurs estiment aussi que RDPC a une hiérarchie, une structuration. Ce n'est pas à Atangandi d'aller signer les motions de soutien avec les points de partis politiques. Il y a le secrétaire général du RDPC qui est habilité à apporter ce style de soutien. Ils estiment aussi que par cette action, il, à la réalité, usurpe un peu ou allie la compétence de la macrostructure du RDPC, que c'est pas bien de ce côté, qu'il a fait un peu trop. Vous qui êtes militant du RDPC communicant, je ne sais pas si vous restez sur cette posture-là. Un ministre peut prendre des engagements au nom du RDPC alors qu'il n'est pas mandaté officiellement par le parti politique. Vous avez bien dit que je suis journaliste. Le journaliste se base sur les faits, non pas sur les wikis. En réalité, j'attends toujours de voir la note du MINAT qui fait de Bako Lipo secrétaire général. J'attends toujours de la voir. Je me serai attendu à ce qu'on nous la présente. Je crois que nous sommes dans un spectre politique. Le droit a été dit, c'est clair. Et il me semble que depuis que le droit a été dit, je ne vois pas un acte juridique que ce compatriote a posé engageant l'architecture de l'UPC. C'est un acte politique que de dire nous, de l'UPC, notre candidat, c'est le président de la République, président de la République. Nous pensons que sa candidature, nous allons la soutenir. Le président de la République, pas le président national du RDPC. Et Atangandi n'a rien signé. Atangandi est le porteur du message. Je vais aller transmettre ce message. Puisque c'est le ministre de tutelle des partis politiques. Alors il a pris, c'est-à-dire qu'on est venu vers lui, ceux-là qui sont sous sa tutelle pour dire, ok, nous disons que aller transmettre ce colis à monsieur le président de la République, s'il est candidat, nous allons le soutenir. À quel moment la loi a été tronquée? À quel moment Atangandi n'a pas été dans son rôle?
le ministre de l'administration territoriale, donc tutelle des partis politiques. À aucun moment. Je crois qu'on gagnerait plus en tant que politique de sortir un peu de l'agitation. Parce qu'il y a des actes politiques. Moi, je dis ici que tout le RDPC est derrière le candidat du RDPC. Ou alors tous les jeunes de mon âge sont derrière le président de la République. Vous allez me porter plainte, pourquoi? Pourquoi? C'est un acte politique. Est-ce que le Chinga a le droit d'engager tous les jeunes? Non. Mais les jeunes, il engage ceux qui sont derrière lui. C'est un acte politique. Ça ne doit pas souffrir d'une quelconque analyse pour dire non. Je crois que c'est cela. Mais il faut noter que, par le passé, l'UPC avait une plateforme avec le RDPC. C'est une plateforme idéologique. Bien que les gens le sachent, c'est-à-dire que, je crois dans les années 97 et autres, une plateforme a été mise en place avec le RDPC, une plateforme qui était bâtie sur un aspect idéologique qu'on appelle le développement. Pour l'UPC, l'UPC se battait pour l'indépendance et pour le développement. Pour le RDPC, après l'indépendance, c'est la démocratie, c'est l'unité et c'est le progrès. Donc, sur le troisième aspect, ils se rencontraient et disaient « Ok, nous allons faire une plateforme ». C'est pour cela que jusqu'en 2011, cette plateforme a toujours existé. Je crois que cette plateforme même, pour certains analystes, et là je suis encore dans le cadre du métier de journaliste, que cette plateforme même est même à l'origine de l'acte de nomination d'un sénateur UPC. Vous voyez que ça veut dire que c'est ça le jeu politique. C'est un jeu sain et c'est un jeu normal. Maintenant, si certains trouvent que cette plateforme n'existe plus, ils ont aussi le droit. Ils ont aussi le droit de dire au RDPC, nous ne sommes plus dans cette plateforme-là. On ne peut pas aussi parfois prendre des produits mais dire qu'on n'est pas là-dedans. C'est le truc. Parce que c'est cette plateforme. Avec le MDR, c'est la même chose. Avec l'UNDP, la même chose. Avec l'ANDP, avec le FSNC. Ce sont des plateformes que... Parce qu'on ne peut pas diriger un pays seul. On dirige un pays avec un certain nombre de sensibilités politiques qui nous accompagnent. Et à cela, on essaie de distribuer le pouvoir pour que ce soit un... C'est pour ça que certains disent que le RDP, c'est un parti proche du pouvoir. Parce qu'il y a aussi d'autres entités qui l'accompagnent. Et donc, de ce fait, c'est ça qui montre que quand le RDPC a gagné à 100% les élections sénatoriales, le RDPC était libre de nommer les 10 autres sénateurs que les 30 autres sénateurs des membres du RDPC. Parce qu'on a gagné à la loyale. Maintenant, on s'est dit non. Le RDPC est soutenu par plusieurs autres partis politiques. Et nous sommes reconnaissants vis-à-vis des alliances que nous avons. C'est ça aussi, faire la politique. C'est savoir que nous sommes soutenus. Et je crois que c'est ces alliances, je peux me tromper, mais je crois que ce sont ces alliances qui ont permis à ce que ceux-là qui n'ont pas eu d'élus puissent en avoir dans le cadre des alliances. Voilà, je vais vous relancer pour poser rapidement cette question. D'accord, attendez à son rôle de ministre de l'AT au Cameroun de tutelle, mais en face de lui, il a des personnes qui n'ont pas la légalité, la légitimité pour parler au nom d'un parti politique. Comment se fait-il donc qu'ils prennent la motion de soutien de quelqu'un qui n'a pas de légalité, de légitimité pour porter ça? C'est son rôle. Non, j'ai la légitimité et la légalité de parler en tant que militant du RDPC. Mais lui, il a parlé comme président secrétaire de l'UPC. Il faut bien comprendre les choses. Oui. Il dit, j'ai la légitimité à parler au nom d'un militant du RDPC. Nous, les militants du RDPC, nous avons soutenu X. Non, vous estimez donc que le premier cartampion, du quartier peut se lever, aller au Minat avec être reçu par Tanga Djedi. Bon, moi, je soutiens le RDPC. Il va vous recevoir, il va prendre ça? Non, attendez, en quelle qualité? En qualité de militant. Il va prendre ça? Très bien, et vous le faites toujours la plupart du temps. Vous dites, il est militant du RDPC. Moi, je suis porteur d'un... En fait, j'ai un mandat de parler au nom du RDPC. Mais vous pouvez inviter un militant qui vous donne son avis en tant que militant du RDPC. Ça peut ne pas être l'avis conforme du RDPC. C'est ça la sécurité de la politique. Et donc, Atangandji reçoit
tous les militants des partis politiques, oui, il peut y avoir dissidents dans les partis politiques. Il peut avoir que le bureau est en déphasage avec les statuts. Qu'est-ce qu'on fait? Un groupe de militants peuvent se lever, aller dire au MINAT que non, là ça ne tient plus. Lui qui est le juge de la légalité et de la bonne gestion, la bonne intelligence des partis à leur sein, va évidemment convoquer les partenaires pour essayer de mettre un terme à la cacophonie qui peut régner. C'est ça dont il est question. Donc ne pensez pas qu'un ministre, le MINAT n'a pas le droit de recevoir les militants. Il a le droit de recevoir les militants. D'accord, oui, Pascal. Et donc il n'est pas sorti de son rôle. D'accord, Pascal, quand vous avez voulu réagir là tout de suite? J'aime bien être sur une table avec le RDPC. Parce qu'il dénature tout. Parce que le problème qui est posé n'est pas celui qui l'a traité. Vous avez posé un problème de la légalité. Pourquoi? Et j'ai expliqué. Il est sorti de là, il nous ramène dans les alliances. Ça ne faisait pas partie de la question. Eh bien, les alliances ne sont pas éternelles. L'UPC a dénoncé l'alliance en 2012, lors de son congrès de 2012 à Douala, où le RDPC était conduit par feu Amadioda Adjoudji, les Talbambala. Quand ils ont présenté leur rapport, l'UPC, tout le congrès a dénoncé l'alliance. On a dit qu'on n'est pas dans l'alliance. S'il y en avait, il n'y en a plus. C'est clair, tout le monde le sait. Et s'il y a un dernier signataire dans l'UPC de l'alliance qui ne vous parle pas d'alliance, Djamil Wandi est vivant. Il est le dernier survivant parmi les signataires. Bapor est signataire de cette alliance. Il était dans l'UPC. Il est même à l'UPC aujourd'hui. Il est à l'UPC par la nomination d'Atangandji. Or, l'UPC n'est pas une direction du MINAT. L'UPC a été créé avant même que le Cameroun ait un État. C'est vrai ou faux? D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale nomme les gens dans l'UPC qui existe avant même l'État du Cameroun? Non, quand tu parlais, je t'écoutais. Je pose juste la question. Non. Tu avoir les éléments. Tu me laisses. D'accord. Quand tu vas aussi, tu notes aussi. Tu vas aussi noter comme moi. Tu vas poser des questions. Et donc, ça c'est une dénaturation. Même s'il y a des alliances, c'est la direction de l'UPC qui les tisse. Ce n'est pas un quelconque tantampion sorti du quartier qui tisse les alliances. C'est la direction légale du parti qui tisse les alliances. Si c'est vous, RDPC, vous vous levez un matin, vous allez seulement prendre n'importe qui pour parler au nom de l'UPC, c'est que vous avez enfreint la loi. Vous allez nous dire si nous sommes dans une république ou nous sommes ailleurs. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes le représentant légal du Cameroun. Et c'est vous qui nous avez dit que nous sommes en démocratie. On sait que c'est au bout de lèvres que vous parlez de démocratie, mais les faits prouvent que vous n'êtes pas dans la démocratie. La preuve, vous ne reconnaissez même pas les décisions de votre propre justice. Pourquoi y a-t-il la justice finalement? Si c'est comme ça qu'il faut se comporter, pourquoi y a-t-il la justice? Eh bien, on doit donc maintenant commencer à se comporter comme s'il n'y avait pas de justice, comme s'il n'y avait pas de république. Est-ce que c'est ça qu'il faut? C'est ça qu'il faut. Nous, on se comporte en responsable. On a dit que bon, cette situation, il y a violation de la loi. Mais nous allons faire connaître nos prétentions aux juges pour qu'ils disent si ces prétentions sont bien ou mal fondées. On a saisi le juge. Ce n'est pas ce que prévoit la loi. Et puis, le juge s'est prononcé au plus haut niveau, non. Il n'y a plus de recours possible, non. D'où vient-il que quand on pose ce problème, tu nous ramènes aux alliances? C'est vous qui utilisez des alliances pour l'UPC? Je vois que ça fait mal, hein? Non, mais parce que finalement, vous manquez même de logique dans votre affaire. Vous avez eu un sénateur UPC, vous n'avez pas dénoncé l'alliance? Pour le problème de sénateur, le sénateur c'est hier, on l'a dénoncé en 2012. Et puis, la loi qui donne 30% de nomination au président ne précise pas qu'il ne nomme que dans les partis alliés. La loi ne le dit pas. La loi dit souvent que le président nomme 30%. Les 70% sont élus. D'où vient-il que tu dises que ce n'est pas l'alliance qu'on a nommée? Voilà. La loi ne dit pas au président de nommer parce que nomme aux alliés, non? Voilà, vous avez compris. Sauf si tu me prends la loi qui montre que c'est ce que... Docteur Loïc Nkoulou, il y a... La quasi-totalité des Camerounais estiment toujours souvent que le gouvernement camerounais est un gouvernement complètement à solde du RDPC, que c'est quasiment parti-État, hein, tout le temps. Hein, et ils se défendent dans le contraire, non, le gouvernement, c'est le gouvernement RDPC. Mais lorsqu'un ministre prend sur lui de signer des alliances pour un président de la République qui sera représenté
porter les alliances, vous voulez dire. Apporter les doléances. Porter. Les doléances politiques. Apporter les doléances. Ce n'est Bon, pas le rôle d'un il dit, le ministre porte dans les politique fait quoi? Le ministre porte dans les doléances. Porte dans les doléances pour un président qui lui sera porté aux urnes par un parti politique qui est le RDPC. Alors, Est-ce qu'à la réalité, ce genre d'action ne vient pas consolider dans l'analyse sociale au Cameroun que c'est véritablement un parti État, on ne peut pas dissocier le RDPC du gouvernement public? Est-ce que ça ne vient pas renforcer cette idée dans l'esprit des Camerounais? Parti État, je dirais non. Mais parti proche du pouvoir, je dirais oui. Parce qu'il faut faire une distinction entre ces deux notions. Le parti État, qu'est-ce qu'un parti État? Le parti communiste est un parti État. On sait déjà que, en Chine par exemple, le parti communiste c'est le parti État. Même en Russie, c'est la même chose. Or au Cameroun, peut-être que c'est une subtilité camerounaise de dire parti proche du pouvoir pour ne pas dire parti État. Mais je pense que la nuance parti proche du pouvoir peut être beaucoup plus portée ici que parti État. Pourquoi parti État? Parce que dans le parti communiste chinois, on sait déjà d'office que c'est le dirigeant du parti communiste chinois qui sera le prochain président. Or, dans l'état actuel de notre, que ce soit de notre démocratie ou de notre façon de gérer les choses, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection, on ne peut pas dire avec exactitude que c'est le candidat de RDPC qui sera le prochain président de la République. Parce qu'il y a des partis qui partent. En Chine, par exemple, c'est un seul parti. Et c'est pour ça qu'on parle de parti État. On parle de parti pro du pouvoir parce que le RDPC a ses membres qui sont, dans la plupart des cas, dans les hautes positions, dans les hautes fonctions de l'État du Cameroun. Tout comme l'a aussi énoncé tout à l'heure Simon, il y a le parti, le RDPC ne gouverne pas seul. Le RDPC gouverne avec des partis alliés, avec une vingtaine de partis politiques qui sont aussi aux fonctions de l'État. Est-ce qu'aussi, en ce moment-là, on pourra parler de parti? On ne pourra plus parler de parti État. On va parler, c'est-à-dire le RDPC, c'est-à-dire que c'est un parti pro du pouvoir avec d'autres partis politiques qui accompagnent. L'imagerie qui se présente, parce que lorsque vous faites la cartographie ou alors la spécification des partis politiques, ou alors même lorsque vous voulez parler des questions de gouvernance, on ne peut pas embriguer ou alors de façon telle que vous l'avez indiqué, l'imagerie populaire pense que le RDPC est le parti État. Mais il faut plutôt dire que le RDPC, et c'est ça même que la majorité de tous ceux qui sont proches ou alors tous ceux qui communiquent pour le RDPC utilisent en disant que c'est un parti proche du pouvoir, parce que la majorité, et c'est normal, si le RDPC, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, a gagné 70 sénateurs, et que la loi n'indique pas que les traites à nommer doivent être nommés, le RDPC peut décider, et ça, personne ne lui en voudrait de nommer les 30 autres membres, peut-être ceux qui n'ont pas pu être portés candidats pour devenir sénateurs élus à la Sénat. Mais maintenant, comme on est dans ce qu'on appelle une démocratie apaisée, une démocratie apaisée, on essaie de faire en sorte que l'ensemble des partis politiques qui portent une certaine idée républicaine participent à la gestion du pouvoir d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers justement les sénateurs qui sont nommés ou d'autres membres de certains partis. On a aujourd'hui le ministre délégué à la justice qui a son parti politique, qui est aux affaires. On a le ministre d'État, ministre du tourisme. On a une pléthore d'autres membres du gouvernement qui ne sont pas
forcément du RDPC. Donc je n'achèterai pas de façon Non, je directe. crois qu'il faut être clair là-dessus. Je n'achèterai Je pas ne te coupe directement. pas la parole. Tous ces partis sont alliés au RDPC. Oui, allié, oui. Mais je dis que l'UPC n'a pas d'alliance. Non, au je n'ai RDPC. pas, je n'ai justement pas parlé de Parce que ça a été l'UPC à ce dénoncé moment-là. clairement. Franck Manson, est-ce que lorsqu'on convoque la gouvernance qui a pignon sur le Cameroun de manière profonde et fondamentale, on peut dissocier le gouvernement camerounais du RDPC dans la réalité? Est-ce qu'on peut dissocier ça? Si on se dit que le RDPC c'est un parti proche du pouvoir, on lui dit que c'est un parti dans le pouvoir, qui détient le pouvoir et qui agit même en lieu et place du pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'on peut pas dire ça? Il est entre guillemets dissociable dans la forme, dans les papiers, dans les textes. Ouais. Mais quand on va plus loin, on se rend compte que c'est comme si ça se conforme. C'est-à-dire que le parti au pouvoir et le gouvernement, la preuve en est que bon nombre des hauts commis de l'État déjà font partie de cette association politique. Et en dehors de ce fait, même ceux qui apparaissent comme appartenant à des partis autres, du fait justement de la préservation des intérêts personnels, on se rend compte qu'il y en a parfois qui sont phagocytés. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça. Et qu'est-ce qui explique donc l'élément en rapport à la question que vous avez posée à l'université par rapport au rôle du ministre? Parce que pour moi, c'est important. Je pense que nous savons tous que quand on parle d'un ministre, un ministre, c'est avant tout un serviteur. Mais on est serviteur de quoi? On est serviteur de la nation. Or, la nation, en elle-même, elle renvoie à une personne morale. Ce que bon nombre de personnes pourraient ignorer, c'est que c'est cette personne morale, quand on dit le grand E dans État, qui délègue en réalité ses missions à ses représentations. Donc, ce qui fait que pour que la représentation de la personne morale soit impartiale dans la prise des décisions, il faudrait bien justement qu'il y ait une connexion avec cette personne morale. Et ce n'est que dans cette configuration que vous pouvez réellement avoir des ministres ou alors des chefs d'État qui travaillent réellement pour l'intérêt justement de la collectivité. Parce que la collectivité elle-même qui est la représentation de la même personne morale. Bon, maintenant, du fait donc du conditionnement auquel on soumet la plupart des dirigeants africains, j'appelle ça ces derniers temps le clownage cérébral, il y a une rupture entre les individualités, dont la représentation de l'État, et la personne morale qui est même l'État. Et c'est ça qui explique le fait que quand quelqu'un est ministre, puisqu'il est totalement coupé de la réalité de ce qu'est l'État, il est soit ministre de sa famille, soit ministre d'un parti politique, ou alors il devient un défenseur de la multitude des intérêts qui apparaissent au clavier des visages ou bien d'une corpuscule ou bien d'un groupe d'individus. C'est ça donc le problème. Vous ne pouvez pas le demander de faire autrement. D'autant plus que sa position, sa posture de ministre, il la tient justement de cette capacité à défendre justement les intérêts d'un groupe d'individus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est ce qui explique ça. Donc vous n'allez pas demander justement à quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire autrement de ce qu'on peut. Nous ne sommes tous que le produit ou bien la résultante d'un conditionnement éducatif. C'est ça donc le problème du Cameroun ou alors le problème de la plupart des pays africains. C'est pourquoi quand on est ministre, on n'est pas réellement ministre que pour l'État. Regardez ailleurs dans des pays assez structurés. Puisque ceux qui sont à la tête des nations, ils savent qu'au premier chef, ils sont au service de l'État de la nation, pas d'un individu ou bien d'un parti. C'est pourquoi quand quelqu'un parfois estime que son bilan est défavorable justement à l'intérêt collectif, lui-même parfois il pose sa démission. Il dépose sa démission. Parce qu'il comprend qu'il a failli justement à la mission qui lui a été assignée. Donc c'est cette rupture-là qui explique toute la maladresse qui est observable. Qui explique justement, je peux dire, toute je ne veux même pas parler d'incompétents. Parce que quelque part, quand on analyse ces choses de très très près, on peut aussi réaliser que ce ne sont pas des individus qui le font vraiment sciemment. En réalité, ils sont dépourvus de ces moyens-là. C'est-à-dire, du fait du conditionnement, ils sont dépourvus de ces moyens. Donc moi, je pense que quelque part, il revient, si vraiment dans les partis politiques,
ou alors dans des associations, il y a des gens qui développent un charisme impressionnant. Parce que ouais, la question de l'UPC, il faut qu'il y ait des leaders forts. Pas seulement l'UPC, tous les autres partis politiques d'ailleurs. Il faut qu'il y ait des leaders forts. Parce que c'est quoi en fait un leader fort, Bertrand Bika? Un leader fort, c'est quelqu'un de désintéressé. Et c'est parce que justement que vous êtes désintéressé que vous aurez la capacité de reproduire la base ou alors la nature de compréhension que vous représentez dans un bon groupe de personnes. Bon, ça représente justement une grosse énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire bouger les lignes. Donc, moi je pense que ce n'est pas simplement le RDPC qu'il faut voir, qu'il faut juger, mais le RDPC c'est un parti politique, c'est de la politique. Il exploite ce parti, les failles justement qu'il retrouve aussi dans les autres partis politiques. La preuve en est que quand on voit comment est-ce que la plupart de ces partis se comportent, on se rend bien compte que si vous les placez à la place du RDPC, ils feraient pareil, peut-être pire. Voilà, il voulait réagir depuis, mais je vais te relancer avec une question et tu vas réagir parce que ça va pratiquement dans le même sens. Le 13 février dernier, le RDPC et les Nations Camerounaises a célébré avec faste l'anniversaire du président de la République du Cameroun. Ça s'est vu partout. On a vu des groupements massifs abyssal des militants sympathisants du RDPC par endroit, alors que les Camerounais ne sont pas contre la célébration. Ils ont quand même estimé que le férié coûte cher au Cameroun et que ce n'était pas un jour férié, mais ils ont constaté que les administrations étaient désertes. Tout le monde est parti fêter, d'aucuns devaient signer les dossiers, n'ont pas pu signer les dossiers, d'aucuns devaient, je ne sais pas faire quoi, peut-être aller dans les hôpitaux voir le directeur, je n'étais pas là, d'aucuns voulaient signer des éléments dans des mairies, sous-préfectures, je ne sais pas quoi, personne n'était en place. Ils estiment quand même que c'est un peu excessif. On peut faire l'anniversaire, c'est comme dans l'intimité d'un homme fut-il président, mais qu'on laisse quand même fonctionner le pays de façon normalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui estiment que chaque fois qu'il y a l'anniversaire du président, le RDPC caporalise la République et rien ne fonctionne au-delà de ça, alors que ce n'est pas un jour férié. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, revenir sur un certain nombre d'aspects. Il faut éviter de faire de l'acharnement sur le ministre. Ce n'est pas bon. Parce que, je n'ai pas suivi ici quelqu'un qui m'a dit voici ce que le ministre de l'administration territoriale est censé faire. Ce n'est pas bon. Nous sommes une émission éducative et pas une émission de bashing. C'est quoi un ministre de l'administration territoriale? Sur le prisme des associations, c'est celui qui est garant de la bonne gestion des associations. Donc c'est la courroie de transmission entre le chef de l'État et ces associations. Vous êtes membre d'une association et on nous dit ici que ce ministre n'a pas le droit de recevoir un membre d'association. C'est à croire que nous sommes dans un monde dans l'envers. Je crois qu'il faut arrêter l'agitation. L'agitation n'est pas bonne. Un parti politique ne brille pas par l'agitation. Quand j'entends les gens ici dire que c'est un parti État, on ne dit pas des choses comme ça. Un parti État, c'est quoi? C'est un parti qui est inscrit dans la Constitution. Est-ce que le RDPC est inscrit dans la Constitution? Non. Nous ne devons pas le dire. Sinon, nous participons à diffamer l'information. Ce n'est pas bon. C'est un parti proche du pouvoir. On peut mener un parti au pouvoir. Un parti au pouvoir, c'est qui? C'est celui-là à qui le peuple souverain émet son destin, à donner le pouvoir pendant un mandat bien précis. Est-ce que le peuple n'a pas donné un mandat au RDPC de le faire? Oui. Et à ce titre, il exécute le projet de société que le peuple camerounais a validé. C'est ça une élection. Disons ça aux populations. Ne leur faisons pas comprendre que, en fait, on est en train de les monter contre les dirigeants. Il fait ceci, ainsi de suite. Alors que, sous le prisme de la raison, sous le prisme de la science, ce qu'il fait, il ne sort pas de ses missions. Il ne sort pas de là. Vous allez voir le MINAT, vous lui dites, nous sommes de tel parti politique. Vous allez voir en quel cas. Parce que ça parle là. Moi, je parle en juriste maintenant. Vous parlez en journaliste. Mais non pas, tout est régi par le droit. Tout est régi par le droit. On part avec de quelle qualité on vient. C'est comme ça que... Parce que sans qualité, c'est nul. C'est comme ça que nous faisons la politique. Vous voyez, quand vous parlez, je vous écoute. Ah bon, donc ça fait un peu mal, hein? Non, non. Vous voyez? Et je me rends compte, et je suis d'accord, et maintenant je me rends compte que je pensais que je me trompais, mais je me rends compte que c'est un acharnement contre un ministre. Parce que nous sommes dans une logique où le ministre vous dit, il a reçu, officiellement, tout le monde a vu, il a reçu des militants
de plusieurs partis politiques, y compris de l'UPC. Personne ne peut démontrer le contraire. Le ministre a un tableau de bord de parti politique. Et chaque parti politique a une direction. C'est clair, non? Je ne peux pas recevoir n'importe qui, tu dis j'ai reçu, non. Aidez-moi avec l'argent. Laissez-moi les arguments. Mais quand vous m'aidez souvent, là, c'est parce que j'en manque. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire que le ministre a le devoir de recevoir n'importe quel citoyen. Ça, c'est vrai. Très bien. Et à ce titre-là, vous ne pouvez donc pas dénuer au ministre le privilège de recevoir ce qu'il a reçu. Ça, voilà, un mot sur la célébration. Non, pour chuter sur cette question-là, j'insiste sur le fait que quand on va aux élections en 2025, le RDPC va présenter et son candidat et le programme. C'est celui-là que le peuple vote. Dès qu'il a voté, il met les gens qui sont d'abord de son parti politique, qui sont capables d'implémenter ce programme-là, et il ajoute avec ceux qui l'accompagnent. C'est de ça dont il est question. Dès que tout le monde a compris cela, alors maintenant, quand vous êtes ministre, vous fonctionnez avec deux choses. Avec le projet que le peuple a validé, et de deux, suivant les mécanismes que votre parti a édictés, et maintenant, suivant les cadrages de la loi qui confère votre fonction. Et je demande à ce qu'on me prouve le contraire de ce que ce monsieur Atangandi est sorti de là. Ça, c'est cela. Maintenant, à la question que vous posez, et je crois que tout est devenu un problème au Cameroun. Le président de la République a son anniversaire le 13 février. Ses militants, ses sympathisants et tout ce qui l'aiment choisissent de mettre les moyens pour créer une ferveur populaire autour. Pourquoi vous en faites un problème? C'est pas un problème, c'est que ce qu'il y a qui n'ont pas eu le document signé. Le non, moi on n'est pas accès au ministre, au directeur. Il y a ce plainte que le service public pas pour la fête. Vous dites les gens, moi je vous dis. Pas pour la fête. Moi je vous dis, j'ai été au commissariat du 13e. Au commissariat du 13e pour savoir pourquoi ma carte d'identité n'est pas encore sortie. J'ai été reçu. J'ai été reçu. Hein? Je suis allé au MINFI. J'ai vu des gens travailler. Vous ne travaillez pas ici? Je crois que H3 et Mété. Alors pourquoi est-ce que vous voulez forcément créer un problème là où il n'y en a pas? Le président de la République n'est pas n'importe qui. C'est la personnalité que l'immense majorité camerounais ont choisi pendant ce mandat. Et donc pourquoi vous trouvez que aller le célébrer, pour ceux qui veulent bien le célébrer, est-ce que vous l'avez célébré? C'est pas ça la question. Non, pas célébré. Mais moi je l'ai célébré. Moi je l'ai célébré et c'est normalement, c'est aussi mon droit de le faire. Vous n'allez donc pas m'empêcher de le faire. Oui, mais voilà. Vous réagissez. Oui. S'il y a une autre question, peut-être, je voulais aller dans le sens, pas pour soutenir les idées du communicant du RTPC, mais pour dire une chose, c'est que un ministre est nommé, un ministre est un politicien dans un département ministériel. Pas forcément. Non, s'il vous plaît, je parle en expert. Un ministre est un homme politique qui vient faire la politique de celui qui l'a nommé. C'est pour cela que le secrétaire général dans un ministère est un administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre peut ne même pas être là. Le ministère ne souffrira pas parce que tous les actes, c'est-à-dire que ce soit les actes de suivi de carrière, mise en congé, faire X dans le ministère fonctionneront. Lorsqu'il y a un gouvernement, lorsqu'un président est élu, il nomme, je pense que les nominations, il ne faut pas qu'on se mente. Nous sommes encore dans des pays extrêmement patrimonialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un président est élu, c'est des récompenses. D'abord, il doit d'abord faire des récompenses. Ça veut dire qu'on nomme des gens en fonction des poids politiques de tout un chacun. Les gens vous ont aidé à être élus. Vous ne pouvez pas les laisser au quartier. Vous allez les nommer pour qu'ils vous accompagnent parce qu'ils ont en cœur votre programme politique. Je ne défends pas l'idée du RDPC, je parle de façon générale. Pour dire que... Vous avez même le droit de défendre le RDPC. Non, je n'ai pas... Pourquoi vous en défendez? Non. Vous recommencez, vous en défendez pourquoi? Non. Vous défendez le RDPC, vous avez le droit. Le RDPC. Vous avez le droit. Un homme politique qui est élu doit fonctionner avec ceux qui ont aidé à monter le... Parce que le programme politique, ce n'est pas le président de la République qui l'écrit.
c'est l'ensemble des personnes, l'appareil qui continue, qui rédige le programme politique, qui dit, Excellence, voici nous avons, le slogan c'est tel. Et à ce slogan, nous collons, voici. Il dit non, ça, on a déjà fait ça, ou on a fait ça en moitié, il faut maintenant. Et c'est dans toutes les républiques au monde. Ce n'est pas une apanage du Cameroun. Voilà. Maintenant, pour chuter, l'histoire de l'anniversaire, je ne pense pas que l'appareil de l'État s'arrête. Ne faisons pas, c'est-à-dire, le journaliste en face de moi a dit le journal travaille les faits. Quand on dit l'immense majorité, ce n'est pas quantifiable. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir l'immense majorité des Camerounais étaient, les services étaient fermés, on n'a pas pu travailler. Je parle de cette affaire parce que j'y ai participé. C'est des individus, un individu qui a commencé cette histoire avec ses propres moyens. Un individu, je peux citer le nom, le maire de Yaoundé 6 actuel, qui a souvent eu l'occasion d'organiser la fête de l'anniversaire. On parle de sport, c'est récemment. Avant que ça soit été organisé par des individus, ça veut dire qu'ils se cotisent et ils s'organisent. Parce que les gens, il faut aussi dire, M. Bika, c'est que tout acte qu'on fait est un acte politique. Même si aujourd'hui, je commence à organiser votre anniversaire et que demain, vous êtes livré, ce monsieur a souvent été Oui, bien sûr. Et c'est des prébendes. Ce monsieur a souvent organisé l'anniversaire, n'était même pas encore maire à Yaoundé 6e. Ça veut dire que les gens se sont cotisés. Ils disent OK, on organise. Moi, j'y ai participé à cette affaire. Lorsque j'étais encore jeune, très jeune, là, dans le Conseil national de la jeunesse, c'était un individu qui organise. Et autour de ça, les gens ont vu que ça a pris l'ampleur. Les gens ont commencé à s'intéresser à l'idée, à l'accompagner, qui ont été écartés. Aujourd'hui, c'est devenu l'affaire institutionnelle qu'on organise chaque fois la fête de l'anniversaire. Je ne voudrais pas que on se mélange les pédales. Je crois que l'administration... Tout est institutionnel avec le RDPC. Non, ne jette pas la tête. On n'a pas dit que tout s'est arrêté, mais lorsqu'on a quand même vu la constellation d'administratifs, d'autorités, haute autorité qui étaient mobilisées au palais des sports, aux heures de travail, il faut le dire, parce que aux heures de travail, il y avait beaucoup de Camerounais qui avaient besoin de leur service à leur poste ce jour, qu'ils n'ont pas pu avoir. Ah, ça, ce service, c'est un fait. Les Camerounais se plaignent de ça. On dit que c'est un épiphénomène. Est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène? Ce constat flagrant que les Camerounais disent, c'est pas normal. Nous, on voulait notre signature là. C'était important pour ma vie, mais il n'était pas pour signer mon document. C'est possible. Oui, mais ce qui s'est fait au palais des sports, je pense que c'était là, non? C'est compréhensible. Hein? On parle de l'anniversaire du chef de l'État. Le chef de l'État aujourd'hui, l'âge officiel, c'est 93 ans. 92 ans, tant pour moi. Or, quand vous voyez la population camerounaise, très peu sont ceux-là qui, c'est-à-dire qui flairent cette tranche d'âge. Ça veut dire que c'est une population, on peut dire, qui est née quand le chef de l'État était déjà chef de l'État, président de la République. Donc, il a participé en partie à la construction de cette population. Et c'est pour dire qu'il exerce une influence réelle, parce que c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Le chef de l'État exerce une influence réelle sur la majorité des Camerounais, que l'on soit conscient ou alors inconscient de cela. Bon, maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup intrigué dans cette histoire, c'est que je me suis rendu compte qu'on parle de la jeunesse, mais on peut se poser la question à savoir si les jeunes étaient là-bas pour les 1000 francs, bien les 2000 qu'on les a. On va revenir. Ce sont des questions tout simplement. Hein. Je n'affirme pas de manière péremptoire. Je vois mon Monsieur Ikan, je retourne à la même question. On a vu une mobilisation abyssale des autorités aux heures de travail, hein, au palais des sports. Beaucoup de Camerounais estiment que c'est pas normal. Oui, que c'est pas normal parce qu'à la réalité, on les attend à leur poste pour faire ce qu'ils sont payés par
le contribuable camerounais. Mais ils peuvent aller célébrer à des heures creuses, normales, où ils peuvent faire leur fête. Ils sont libres de célébrer qui ils veulent. Beaucoup de Camerounais ce jour n'ont pas eu accès ou n'ont pas pu voir leurs problèmes soulagés ou réglés parce que les patrons n'étaient pas là. C'est une réalité. Ils estiment que ce n'est pas une bonne chose. Que pensez-vous de ça? Bien, avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler ici que on a un grand thème qui commence juste après. oui, je voudrais qu'on retienne ici qu'on a dit que le ministre de l'administration territoriale a le droit d'aller choisir les partis dans les partis politiques qui leur sied en dehors de la loi et en dehors de la direction choisie par les militants de leur parti. Il faut noter ça. Il faut noter ça parce que c'est très important. C'est très important que le ministre a le droit de choisir dans les partis qui lui conviennent en dehors de la direction du parti. C'est ce qui a été. J'ai noté. C'est ce que j'ai noté. C'est ce que vous avez noté. Bon, maintenant, laisse-moi. Tout militant peut aller vers le ministre et peut être reçu par le militant. Tout citoyen peut aller chez le militant. Même le militant. Maintenant, ce n'est pas le militant qui va parler au nom d'un parti politique parce que le parti politique a des représentants légaux. Et le ministre est là pour avoir un tableau de bord avec les représentants légaux. Bon, maintenant, par rapport à l'anniversaire du chef de l'État, je ne sais pas pourquoi le RDPC a la langue de bois. Il y en a qui sont du RDPC qui ne veulent même pas se reconnaître du RDPC sur la table, alors que tout le monde voit. Mais prenez un peu de dignité dans tout ça, quand même. Le président de la République a son anniversaire comme j'ai le mien. Si vous voulez vider le bureau, eh bien, déclarez le jour férié. Vous avez le droit de le faire, vous avez tout le pouvoir de le faire. Mais vous ne pouvez pas, pendant les heures de travail, vider les bureaux et dire que c'est bien. C'est pas bien. Parce que la République ne va pas s'arrêter parce que le président de la République a son anniversaire. Il a droit à son anniversaire. C'est tout à fait normal. Et encore, c'est un patriarche. Il ne faut pas bloquer les activités. Il faut que les activités se passent, mais qu'on sache qu'il a son anniversaire. On peut y aller le soir, on peut y aller à des heures qui n'entravent pas la vie de la nation. Donc, soutenir que c'est normal. Tout est normal chez vous. Vraiment. C'est pas possible. Comment vous expliquer que c'est normal que les bureaux soient fermés à des heures? Non, tout est anormal. Oui, mais justement, ça ne peut pas être. Si tout est normal chez vous. Les jeunes sont en train de célébrer leur patriarche. On dit que les bureaux sont fermés. Non, le patriarche n'est pas le patriarche des jeunes seulement. Cette célébration commence entre 14h et 16h. L'administration ouvre à 7h et ferme. Le patriarche reste patriarche, autant pour les jeunes que pour les autres. Le patriarche n'a pas d'âge, de tranche d'âge de patriarcat, non. Le patriarche est patriarche pour tout le monde. Il est pour moi aussi. Moi, je ne suis pas jeune. Mais ce qu'on a reproché, ce n'est pas le patriarche qui vous a dit de fermer les bureaux. Quel est le bureau qui était fermé? Mais là où les gens se plaignent, là où les gens attendaient les signatures de leur dossier, ils n'ont pas dit. Non, il ne faut pas soutenir. Non, il attendait ça où? Il faut pas. Il faut moi, je dis que H3 était fermé. Oui, mais c'est vrai. H3 était fermé. Quand quelque chose, les faits sont têtus. On n'a pas vu H3 mobilisé de manière abyssale. Qui ont été mobilisés quand les bureaux étaient fermés? Dans tous les cas, donnez l'info. Il n'y a que vous qui n'avez pas vu les bureaux fermés. Ceux qui attendaient les services, ils savent ce qu'ils ont su. Où patriarche, où ça a été fermé? Ou dites pour qu'on finisse les gens là. Voilà, la jeunesse a été célébrée encore très récemment au Cameroun avec beaucoup de faces de convivialité. On a célébré la 59e édition de la fête de la jeunesse sous le thème jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, la croissance économique et processus démocratique dernièrement au Cameroun. Le 10, le président s'est adressé à la nation. Il a fait un certain nombre d'annonces. Ne pas être très exhaustif, on ne va pas parler du chômage, du fait qu'il ait dit que l'État n'est pas une panacée. Ils vont continuer à recruter, mais il faut pas recruter tout le monde. Il invite les jeunes à migrer vers des métiers porteurs au Cameroun. D'après le discours, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'économie verte et 2 ou 3 autres choses. À côté, là, c'est les programmes qui sont mis sur pied pour accompagner cette jeunesse. Ils demandent à ces jeunes de ne pas tendre l'oreille aux sirènes de la déstabilisation qui semble avoir libre cours dans notre pays.
la célébration est passée. Maintenant, nous sommes en réalité dans les faits. Une fois que c'est passé, les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette fête? Quel bilan? Est-ce que les jeunes peuvent se projeter aujourd'hui? Quelles sont leurs perspectives? Quelles sont leurs perspectives lorsqu'ils voient en termes davantage d'ouverture? Est-ce que cette jeunesse s'est sentie partie prenante du président? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce qu'aujourd'hui, elle a l'impression qu'elle peut avancer véritablement sereinement? C'est ça qu'on adresse dans cette deuxième partie d'émission, le thème central. C'est la jeunesse qui est mise à l'ordre du jour. Aujourd'hui, docteur Loïc coule comme ça, de manière prosaïque. La fête vient de passer au Cameroun. Vous avez vu le thème, jeunesse, maturité, responsabilité pour la consolidation de la paix, sécurité, croissance économique et processus démocratique. Qu'est-ce que vous avez retenu durant toutes ces fêtes? Vous avez vu les jeunes se mouvoir, vous avez vu les discours, les mobilisations, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez retenu quelque chose qui vous a marqué? Monsieur Bika, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes, au-delà du défilé, se sont assis pour essayer de réfléchir sur la thématique. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, que ce soit au niveau de la capitale ou dans les différentes régions du pays. On a vu les jeunes réfléchir sur la thématique qui était posée sur la table, sur la question de la participation à la paix et la sécurité, sur la question de la participation du plan économique, à la croissance économique et sur la participation au processus démocratique. Les jeunes sont réellement, les jeunes Camerounais, comme j'aime bien le dire, sont conscients des défis qui sont les leurs pour promouvoir la paix et la sécurité, pour participer à la croissance économique et pour promouvoir et pour participer au processus démocratique. Parce que les trois éléments vont ensemble. Sans la paix, on ne peut pas participer au développement économique. Et lorsqu'on a participé au développement économique, il est de bon ton qu'on puisse entrevoir la participation à la promotion de la démocratie. Parce que ces trois éléments ne sont pas entrecoupés. Et j'ai vu beaucoup de jeunes. On a réuni des jeunes pour faire des camps de jeunes, pour participer, pour discuter sur leur participation aux questions de processus de paix, à la mobilisation, à la participation au développement économique, à la participation démocratique. Vous voyez aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont soit leaders de partis politiques, soit militants de partis politiques, soit sont même prêts ou alors participent à toutes les mouvances qui se font autour de l'élection présidentielle qui arrive. Parce qu'il faut dire que les jeunes aujourd'hui ne sont plus les jeunes de 1960 où ils subissaient, mais aujourd'hui, les jeunes participent réellement à la promotion de la démocratie parce je crois que il y a un jeune qui est dirigeant d'un parti politique. J'ai souvent vu. Voilà, je vois souvent sur votre plateforme, il interagit, il participe, et je pense que c'est quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a eu, une réelle contribution des jeunes à ces trois éléments? Je dis oui. Et la fête de la jeunesse l'a encore montré parce que quel que soit le bord dans lequel on se trouve, nous tous nous avons intérêt à la paix au Cameroun. Voilà, Franck Masson, on demande aux jeunes de se projeter, de penser croissance économique, paix, consolidation, mais on dit qu'à la réalité, il faut aller vers des métiers qu'on va dire ici, métiers hyper primaires au Cameroun. On demande aux jeunes d'aller vers l'agriculture, vers l'élevage, pour ne citer que cela. Dans son convoi pour l'Andeno, le corpus foncier au Cameroun, on voit quand même que les terres sont complètement caporalisées par une élite au niveau du Cameroun. On a aussi l'impression quand même que les jeunes sont pas assez accompagnés pour faire ces choses-là. Est-ce qu'on leur demande d'aller faire la culture avec les dabas, les roues, les machettes pour s'en sortir? Vous, lorsque
le président dit aux jeunes d'aller vers l'agriculture et qu'on se projette dans ce sens-là, ça va changer le devenir des Camerounais demain. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui les conditionnalités et afférentes sont pour qu'un jeune se dise demain, je vais fièrement dans l'agriculture pour pouvoir m'en sortir? C'est une réflexion qui est, je dirais, problématique. C'est pourquoi il faudrait bien que nous essayions d'utiliser sa faisabilité, la proposition que le chef de l'État a faite. Pourquoi? Premièrement, vous l'avez souligné, c'est très important. La plupart des terres qui se situent dans les environnements habitables, au Cameroun, 80% de ces terres sont la propriété d'une classe d'individus. 80%. Et maintenant, quand vous allez dans les pays profonds, vous avez des terres qui appartiennent encore à des familles. Vous connaissez très bien que la question de route fait défaut. Oui. La question de route. Et avant même la question de route, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, je vais parler d'une expérience personnelle. Pour moi, je peux dire qu'il y a des parents qui ont de la terre dans une ville. Nous avons même la chance que la route est tout à côté. Je suis allé faire une fois avec normalement des études parce que je voulais faire juste 1 hectare, pas 2, 1. C'est-à-dire de cacao, une cacahuète d'1 hectare. Et quand j'ai fait toutes les études, quand on voit à combien vous payez ceux qui vont creuser, ils appellent ça les toisons, vous allez payer ils appellent ça quoi? Le plan. Le cacao et le transport. Bref, le 1 hectare me revenait au minimum avec le défrichage de l'hectare qui est autour de 30, 40, 50 000 à au moins 600 000 francs. 600 000 francs pour quelqu'un qui a de la terre et une terre, je veux dire, qui est en route, pour parler simplement. Et ce n'est pas tout le monde justement qui a cette opportunité. Quand vous allez faire des investigations, on vous dit plus de 10 millions de Camerounais, ce sont là les jeunes, ce ne sont pas les vieux, la plupart du moins, vivent avec moins de 1000 francs. Avec un taux de chômage qui s'élève aux environs approximativement les 40%, où est-ce que ces jeunes trouveront les moyens pour faire l'agriculture? L'agriculture, en réalité, est faite pour des gens qui ont d'abord aussi de l'argent. Parce que c'est un investissement qui est fait, qui paye soit à moyen ou à long terme. Et de deux, quand vous voyez cette classe de jeunes, quand vous voyez la plupart, je peux dire, du parcours académique, vous savez très bien que notre système éducatif, pour la plupart du temps, forme les bureaucrates. Regardez les 10 universités que nous avons. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié, j'ai écouté une intervention d'un homme politique qui disait très bien qu'il y a des filières au Cameroun où quand tu arrives, ben, si tu n'as pas la possibilité, par exemple, d'avoir le concours de Polytech, et si tu ne peux pas partir, tu es mal barré, tu t'arrêtes là au niveau du bac. Donc, pour dire qu'il y a même la question de la formation qui se pose. Ça veut dire que dans l'imaginaire des jeunes, déjà aller refaire l'agriculture, c'est-à-dire c'est un peu comme, comment dire, une solution alternative. C'est-à-dire, on dit souvent faute de mieux. Parce qu'on a programmé les gens à penser que la réussite, c'est simplement le fait de s'asseoir dans un bureau et tenir un stylo à la main à longueur de journée. Donc il y a ça. Est-ce que les jeunes déjà savent faire même l'agriculture? Combien de jeunes savent faire l'agriculture? Combien? Il faut qu'on mène aussi des investigations à ce niveau-là. Il y a la question des financements. Il y a la question justement de l'infrastructure routière. Mais quand vous joignez justement tous ces aspects-là, vous comprenez que le chef de l'État, il donne une idée, je peux dire, qui est bonne. Mais seulement les moyens pour réaliser cette idée-là, au regard du contexte actuel, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. C'est ce que moi je peux dire d'entrée pour... Voilà, M. Pascal Ekan, il y a beaucoup de jeunes qui se sont aussi fustigés, qui sont insurgés contre cette proposition. Ils estiment qu'on les a fait une agriculture primaire avec des dabas sans moyens. Ils n'ont déjà pas de moyens. Mais à côté d'eux, eux avoir des enfants à l'ENA Malirique, à l'école normale, à l'école police, partout, ils caporalisent toutes les fonctions publiques de l'État. Et ils disent aux autres d'aller faire l'agriculture, que ça démontre encore que le pays ici a une gouvernance inéquitable et portée, qui a passé à certaines personnes. Est-ce que ce qui se passe comme ça sont excessifs lorsqu'ils le disent?
lorsqu'ils disent que nous, on a beau apprendre des machettes, mais vous mettez aux enfants les dames à l'école normale. Est-ce que c'est faux de penser comme ça? Ou soit excessif? C'est pas que l'agriculture est une mauvaise chose, l'élevage, c'est une mauvaise chose. Mais ils estiment aussi qu'ils ont aussi le droit d'aller ailleurs. Mais ils n'ont pas les moyens d'y arriver. J'ai eu l'occasion de dire sur ce plateau-ci que le président de la République, Paul Biya, a eu le pouvoir sur un plateau en or comme ça. Il ne s'est pas battu pour chercher le pouvoir. Il a eu le pouvoir sans aucune vision politique et sans aucun appareil de conquête de pouvoir. Il s'est battu avec ses connaissances de l'administration pour bâtir ce qu'il a pu bâtir là, avec un certain nombre de ses amis, de l'école, du collège, de la franc-maçonnerie et tout. Mais ils ne sont pas sortis d'un moule politique pour une vision. Ils sont là pour empêcher à ceux qui ont la vision d'arriver au pouvoir. Eux, ils n'ont aucune vision. Quand on a 43 ans, ce n'est pas en ce moment qu'on demande aux jeunes d'aller faire l'agriculture. Quand on prend le pouvoir et qu'on veut développer le pays à partir de l'agriculture, parce que c'est là le début, c'est au début qu'on commence par la formation qui va sortir des ingénieurs, des techniciens pour faire ce travail. Ce n'est pas quand on a 43 ans, on ne sait plus ce qu'il faut faire, qu'on vient bavarder pour dire aux enfants qui ont déjà des licences en économie ou en lettres d'aller faire l'agriculture. Ils n'ont pas appris ça à l'école, il ne les a pas préparés à ça, il les a préparés à autre chose. Qu'est-ce qui change maintenant pour qu'ils les envoient faire l'agriculture qu'ils n'ont pas apprise? Donc moi je crois que le président Paul Biya, il a fêté ses 92 ans, qu'il aille se reposer, qu'il nous laisse le pays, on va l'organiser. Voilà, c'est tout. Voilà. Avant tu dois parler, parce que c'est important, c'est pas pour décourager les jeunes ou alors pour encourager la paresse. Je dis bien, l'idée du chef de l'État, elle est louable. Mais je pense qu'il faut créer des conditions qui donnent justement la possibilité aux jeunes de se projeter dans ces domaines-là. Il faut créer des conditions qui donnent la possibilité aux jeunes de se projeter dans ces domaines-là. Mais il y a des conditions qui sont là créées. Il y a beaucoup de conditions qui sont là. Voilà, une des conditionnalités justement qui favorisait à l'époque ou qui pourrait favoriser l'obtention d'un crédit bancaire lorsqu'on a un terrain pour les jeunes qui n'ont rien, qui se battent, était qu'ils pourraient mettre en garantie au titre foncier de leurs parents. Pour qu'ils aient un peu là au niveau de la banque. Ce titre foncier qui est stipulé dans la loi est un titre foncier inattaquable. Et à vie, aujourd'hui, on voit le titre foncier attaqué. Comme ça, par le ministère de tutelle, ça veut dire que le titre foncier aujourd'hui n'est même plus une garantie profonde pour pouvoir obtenir l'argent au niveau des banques. Les jeunes estiment donc que à travers tout ce qui se passe aujourd'hui autour de cette gouvernance, on leur a même aliéné la petite opportunité qu'ils avaient d'avoir les moyens pour se lancer avec le chômage. Il faille qu'on revoie quand même la gouvernance au niveau foncier au Cameroun de manière profonde et urgente. Les jeunes nous disent que si c'est au moins fait, c'est ça, c'est un levier quand même sur lequel ils peuvent jouer pour avancer. Simon Mutingue, est-ce que vous partagez cet avis? Vous figurez bien que je ne peux pas partager ça, parce que ça ne reflète même pas la réalité. C'est pour ça que je crois que c'est un débat sérieux et un débat technique. Oui. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec les qui pensent que le président de la République n'a pas de vision et autres. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas dans le champ politique. C'est tout à fait normal, il n'est pas d'accord. Il n'est pas dans le champ politique. Quand on luttait pour l'indépendance, la vision du chef de l'État et son projet de société sont confinés dans le livre pour le libéralisme communautaire. Et les réalités du terrain nous donnent les résultats. Est-ce qu'on va faire... Les réalités du terrain nous donnent les résultats. Si vous voulez qu'on fasse la querelle, on va faire la querelle. Puisqu'on vous laisse... Est-ce qu'on en a peur de la querelle? On dit que nous avons les résultats de votre vision. On va laisser Simon avancer. On va laisser Simon avancer. Ce n'est pas la querelle. Nous sommes d'accord que la vision est déclinée et le terrain a donné les résultats. Je vais dire une chose. Premièrement, à l'endroit des auditeurs, des téléspectateurs qui nous suivent. La vision du RDPC, c'est le libéralisme communautaire. Le libéralisme communautaire se structure comment? Le libéralisme communautaire, sur le plan économique, confère la primauté de la création des richesses au privé et l'État est devenu comme régulateur. Quand vous regardez l'architecture
du budget camerounais, vous vous rendez très bien compte que la plus grosse part du budget vient de la fiscalité des entreprises privées. C'est 55%. Voilà des indicateurs. On ne vient pas sur un plateau télévision pour dire des choses qu'on ne peut pas Les trouver. indicateurs dans le panier de la ménagère. Les paniers ménagères Voilà, ne comprennent pas ça. C'est là où vous perdez la population dans les gros mots. Les gens n'ont pas à manger, Ce n'ont n'est pas pas à la boire. Ils veulent querelle, travailler. il me semble que vous êtes d'abord un aîné, donc un aîné prend un pondéré. Tu as été né pour apprendre à l'été comment il va être. Il n'est pas... Il a d'abord été né un jour pour apprendre. Je vous trouve trop agité. Calmez-vous, ça va aller. Quand on est jeune, on ne dit pas certains mots aux aînés. Quand on leur reconnaît les naissances, on leur dit pas ça. Vous voyez que vous me perturbez à chaque fois. Mais c'est donc ça embêtant. Mais ça m'embête. C'était moi le premier à vous amener à Je l'ordre. vais dire ceci. Donc si c'est embêtant, je vais vous embêter aussi. J'en appelle quand même à la sincérité du... Je voulais dire que je voulais évacuer cela pour dire que si on vote le RDPC, on le vote parce qu'il promeut davantage l'entrepreneuriat. Dans les canons de gestion d'un pays, dirigiste, le public prend beaucoup. On parle de 10% de la population qui sont dans le fonctionnariat. Et le fonctionnariat ne produit rien. Il ne produit pas de plus-value. Au Cameroun, nous sommes à moins de 5%, nous sommes à 324 000. Ça veut dire qu'on met davantage le point sur le privé. Et donc, revenons à l'agriculture. Les gens ne connaissent pas le Cameroun. Le Cameroun est un géant agricole en Afrique. Est-ce que vous savez très bien que le Cameroun est le 4e producteur mondial de cacao? Qui sont ceux qui ont les fermes de cacao? C'est les gens qui ont de l'argent, c'est les fermes familiales. Il y a la meilleure filière qui travaille. La ferme, les filières agricoles. Qui sont ceux qui cultivent, qui produisent les poulets que nous mangeons? Ce n'est pas les jeunes. Ce sont les jeunes. Je vous rappelle que le Cameroun n'importe plus les poulets. Ce sont des poulets élevés au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous voulez faire comprendre au monde entier que la jeunesse ne fait pas? Non. Je me suis amusé dernièrement, après le discours du président de la République. J'allais au village, mon village est tout près d'ici. Et là-bas, il n'y a même pas de... En fait, je suis peut-être l'élite là-bas. Il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de ministre, il n'y a personne là-bas. Les gens ont les terres. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis allé en face d'une station que je ne vais pas citer ici. Il y avait des semences. On vendait des semences. Je me suis amusé à aller demander combien coûte une semence de banane plantain. Je m'attendais à ce qu'on me dise 1000 francs, on me dit 100 francs. Et on pouvait même dire qu'on me donne, si je prends à partir de 50, on prend ça à 50 francs. J'en ai plus pour 5 000. J'ai mis ça dans la voiture. J'ai mis ça au sol. Allez voir ce qui se passe là-bas. Même ici à Yaoundé, quand vous avez quelque chose, vous pouvez prendre 5 ou 10, vous mettez, ça sort. Qu'est-ce que vous voulez qu'un homme expérimenté comme Paul Biya vous dise? Qui vous mente? Hein? Parce que le frein, c'est que, dès qu'on commence, on dit non, les moyens, ainsi de suite, ainsi de suite. Prendre d'abord 5 000 francs, aller acheter, au lieu d'acheter 10 bières, parce que les jeunes boivent déjà. Il faut le dire. Il faut le dire, vous êtes journaliste, vous le savez très bien, que les jeunes boivent. Vous voyez quelqu'un, on vend les bières en cuvette. Une bière, c'est 600 francs. Non, tu dis n'importe quoi, c'est pas 600. Ça va me dans les 800 francs. Donc, 8 tiges de bananes plantain, bien encadrées dans des champs semenciers. Et ça pilule partout à la périphérie de Yaoundé. Vous voyez des jeunes qui vont sans semences au village, mais ils vont là avec des casiers de bière. Mais quand la personne la mieux indiquée vous dit non, c'est l'agriculture. Combien coûte un régime de plancton au Cameroun? Un régime de plancton au Cameroun coûte, au Parmont, c'est 2500. 2500. Et vous n'avez pas d'engrais. Vous mettez comme ça là, vous allez voir, ça va sortir. Parce qu'au Cameroun, les terres camerounaises sont encore arabes. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, oui, il doit avoir l'accompagnement. Mais si on met un frein, commençons par des petites, c'est même ça ma bataille. C'est pour ça que je pense que, au lieu de créer des capitaines d'industrie avec des moyens conséquents, on peut créer des petits agriculteurs avec des moyens micro, mais avoir un grand nombre. C'est dans ça que l'État doit aller maintenant. Parce qu'il faut dire une chose, nous avons un marché à la lisière du Cameroun, le Nigeria, 220 millions d'habitants. Vous savez qui est le premier exportateur de bananes plantain au Nigeria?
c'est le Cameroun, avec 55% des parts de marché. Vous savez par qui il est suivi? Par la Chine, 44%. Donc, quand le président de la République vous dit, et un doigt de banane plantain au Nigeria, c'est 800 naira. C'est pratiquement dans les 500 francs CFA. Vous voyez quel gain? Donc vous imaginez que la route entre le Cameroun et tout est goudronnée de pluie. Ça veut dire que ça va. Même Limbe, ça va. Mais comment un homme comme celui-là, le chef de l'État, vous dit que voilà le chemin à suivre? Vous dites que non, alors que les autres sont en train d'aller à l'ENAM, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous prenez un agriculteur, vous le mettez au même niveau qu'un gars de l'ENAM. Non. L'agriculteur est plus important aujourd'hui qu'un administrateur de l'ENAM. Je vais vous dire pourquoi. Pour commercer dans le monde, on a besoin de quoi? On a besoin des devises. Qui produit les devises? Ce n'est pas les agriculteurs. Je rappelle que 15% de nos devises viennent de l'agriculture. Et ce que nous disons, nous qui sommes les héritiers de ce pays, ce que nous disons, c'est que non, ne produisons plus rien. Allons aussi nous asseoir pour faire telle ou telle chose. Non, c'est même parce qu'il est plus... Je crois que la raison même pour laquelle moi je continue personnellement à accepter que Paul Biya reste au pouvoir, c'est parce qu'il a l'expérience. Ses discours sont des discours profonds. Il nous dit que ne courez pas derrière les emplois, courez derrière l'auto-emploi. Il vous dit donc qu'il y a un marché, le marché sous-régional. Il vous dit que les terres sont arabes. Et il vous dit, nous mettons des programmes qui vous permettent de suivre votre activité. Mais quoi de plus normal? Voilà, sur le plan, on va aussi voir ici rapidement convoquer la jeunesse sur le plan politique. Cette jeunesse qui estime qu'elle est infantilisée sur le plan politique, parce qu'au Cameroun, la majorité électorale est 20 ans. Par contre, en majorité civile, on peut aller mourir au Nozo à 18 ans, on peut se marier à 16 ans et tout ça. Mais on dit un Camerounais de 18 ans qui ne peut pas encore, n'a pas encore la capacité de choisir celui qui est censé le gouverner. Il n'a pas la capacité, il est encore trop jeune pour ça. Ils estiment que c'est quelle jeunesse qu'on a là pour voir lorsqu'on dit processus démocratique. Ils disent, mais c'est quelle démocratie, quelle jeunesse? Pourquoi est-ce qu'à 16 ans, je suis à 18 ans, je suis à l'incapacité de choisir mon président? Est-ce que je suis encore inconscient à 18 ans? Moi, ma sœur, je suis inconscient. Pour ce Koulou, est-ce que cette jeunesse qui revendique que la majorité électorale baisse parce qu'elle est consciente, est dans le déni? Elle n'est pas dans le déni, c'est un débat. La majorité, beaucoup de pays africains aujourd'hui ont jumelé toutes les majorités, c'est-à-dire civiles, électorales et pénales. Toutes les majorités. Quasiment 18 ans dans tous les pays. Ils ont harmonisé ça à 18 ans. Oui, mais au Cameroun, aujourd'hui, nous sommes encore à 20 ans pour pouvoir être capables d'élire le maire de sa commune ou alors aller voter pour le député ou le président de la République. C'est un débat et c'est des plaidoyers. Mais les gens estiment aujourd'hui que ça doit changer. Oui. Qui sont infantilisés. Lorsqu'on parle de processus démocratique dans le thème, il faudrait qu'on prenne véritablement les jeunes en compte. J'estime que la plus grande majorité qui doivent décider du destin de leur pays, de leur propre destin, ils sont complètement écartés de la norme. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, oui, ils sont nombreux qui ne peuvent pas déjà décider de lire ou de pas. Et ils sont aussi nombreux qui ont même cette majorité qui ne sont pas inscrits. Parce qu'il y a ces deux aspects-là. Il y a ceux qui sont minorés parce qu'ils n'ont pas la majorité de pouvoir voter, qui s'emprêtent de dire qu'il faut qu'on ramène la majorité électorale de 20 ans à 18 ans. Mais il y a aussi ceux qui ont la majorité mais on est incapable à 17 ans de choisir le maire. Moi je dis le maire parce que aujourd'hui le débat, la décentralisation, le maire dans sa localité, on est incapable de choisir le maire dans sa localité. Il faut militer, il faut que les jeunes, il faut qu'il y ait des plaidoyers qui soient faits, que les hommes politiques, les élus à l'Assemblée nationale, les partis politiques continuent à porter. Nous on a travaillé sur ce projet
avec 2 ou 3 autres organisations pour présenter tous les avantages de faire en sorte que la loi électorale ou alors que la majorité électorale soit arrimée au moins à 18 ans. En tant que société civile, nous l'avons fait, nous avons travaillé, nous avons remis les documents acquis des droits, mais tant que cela n'est pas fait, peut-être n'est pas décidé par le décideur, elle restera et on continuera à pleurer et à attendre. Voilà, formation, ces jeunes qui estiment donc qu'on leur parle de démocratie alors qu'ils sont exclus du champ démocratique, que pour eux, ils ne se reconnaissent pas en ce terme. On ne peut pas vous dire qu'on poursuit la démocratie alors qu'ils sont exclus. Ils ne peuvent pas décider qui est le maire de sa commune à 18 ans. Il ne peut pas se lever, j'ai dit, mon candidat, c'est telle personne que je vais aller voter, il est exclu. Il subit la démocratie, il subit la politique alors qu'il est conscient de ce qui se passe autour de son environnement. Est-ce que vous trouvez aussi que les jeunes qui voudraient que cette disposition change rapidement pour qu'ils soient concernés par ce thème, c'est une lutte noble? Oui, je voudrais déjà refaire une mise au point par rapport au discours du chef de l'État qui incite justement les jeunes à se repencher vers l'agriculture. Il n'est plus à démontrer que cette orientation-là s'inspire du taux de chômage, auquel les jeunes sont confrontés. Et quand on parle justement du chômage, ça veut dire qu'on suppose qu'il y a des jeunes qui ont reçu des formations, qui ont un certain pédigré du point de vue académique, mais qui n'ont pas d'emploi. Déjà, vous voyez que la plupart du temps, nous l'avons dit, il faut le réitérer, leur profil est, il n'y a pas compatibilité entre leur profil et ceux vers quoi on les oriente. Ça, c'est une chose. Et maintenant, c'est où vous voyez un peu l'incohérence et la maladresse des propos qui ont été tenus sur ce plateau, faisant référence au Cameroun qui serait 5e producteur de bananes. Le Cameroun étant 5e producteur de bananes. Premier producteur africain de bananes. Oui, j'ai dit dans le monde. Il est même 5e dans le monde. Ce sont les jeunes du quartier là qui produisent cette banane. Qui donc? Mais je pense que c'est la CDC qui produit là-bas. Mais comment vous dites non? Non, la CDC a un poids qui est même inférieur à 30%. Non, je ne pense vraiment pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, un message ne peut pas être destiné. Un message ne peut pas être destiné aux jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui sont dépourvus de moyens. Et vous venez faire une comparaison avec des groupes de personnes bien énergies qui sont déjà suffisamment structurés. Ça ne tient pas. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne tient pas. Ces individus, ils ne se sont pas structurés comme ça. Ils sont partis de quelque part. La plupart des temps, ces entrepreneurs dans le domaine de l'agricole, il y en a qui ont été soutenus justement même par ce gouvernement. Tu le sais très bien. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure justement la question justement de l'accompagnement. C'est une chose, je vais sortir là. Et par rapport à la démocratie, Bertrand, je pense que ce sont les sujets que nous avons toujours évoqués. Pour moi, la démocratie telle qu'elle est présentée, elle n'existe pas. Hein. Elle n'existe pas dans le fond. Ce sont les concepts philosophiques pour tromper les populations. Parce que vous ne pouvez pas parler de la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Vous ne pouvez pas participer à votre gouvernance et léser vos propres besoins. C'est impossible. Mais maintenant, s'il fallait qu'on s'en tienne justement au contexte en rapport à la question que tu as posée, ça fait toujours partie des stratégies pour certains individus, question d'asseoir en fait et de consolider la domination. Il faut savoir que la tranche d'âge, Alain il a évoqué de soit 16 ou 18 ans, c'est une tranche d'âge qui est représentative d'une énergie vive. Et c'est un âge, c'est une tranche d'âge, quand vous vous situez à ce cran d'âge, vous êtes trop angoissé. C'est un peu de faire des études là-dessus. Vous pensez à votre avenir et au regard justement du contexte qui prévaut, ça génère tellement des angoisses. Ce qui fait qu'on sait que si vous donnez la possibilité à ces jeunes-là justement de choisir leurs candidats, même si pour moi quelque part ils n'ont pas suffisamment de discernement, hein, c'est-à-dire du fait des conditions qu'ils subissent quotidiennement, ces jeunes-là, je t'assure que leur choix peut avoir un effet dévastateur en face.
Je sais pas si vous voyez. Donc, ce qui fait que c'est à dessein. On sait que cette tranche d'âge croupit sous le seuil de la pauvreté. Cette tranche d'âge, elle est sujette à des instrumentalisations quelconques. Donc, il faut justement créer là les conditions qui l'isolent, justement, de la capacité, justement, de décider de ceux qui pourraient participer à la gouvernance. Donc, en fait, c'est penser à dessein, et je pense que c'est ça qui explique cette stratégie. Voilà, Pascal Ekang. Pourquoi au Cameroun est différent sous ce prisme, hein? Ailleurs, c'est harmonisé. Non seulement à Côte d'Ivoire, on a 18 ans. Tchad, à côté, Gabon, 18 ans. Ici, on demeure à 20 ans. Malgré les cris incessants des jeunes, les plaidoyers sont portés par tout le monde. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Tout à l'heure, Franck nous dit c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. On écarte cette jeunesse à dessein. Mais on vient leur dire de promouvoir la démocratie dans le thème. C'est quand même paradoxal. Bon, vous savez, il y a un narratif. Quand on est au pouvoir comme le RDPC, il y a un narratif. Tout comme les Occidentaux. C'est-à-dire, on construit un narratif. Hein? Il faut que ce soit dit comme ceci, ou comme ceci, ou comme cela. C'est ainsi qu'on va vous parler, par exemple, d'un parti proche du pouvoir. On va vous parler d'une démocratie apaisée, des choses qui n'ont en réalité aucun sens, mais c'est un narratif. On évoque la loi ici que quand ça arrange le pouvoir. Et c'est le pouvoir qui vote même ces lois-là. Mais on ne les évoque que quand ça les arrange. Les autres partis, ils violent, ils ne savent plus que c'est la loi. Bon, je crois qu'une partie de ce problème a été traitée. Les autres pays n'ont pas les gens de 92 ans au pouvoir, 43 ans au pouvoir qui veulent encore. Les autres pays là, tu ne vas pas trouver que le président de l'Assemblée a 100 ans, le président de la République 100 ans, le président de ceci 100 ans, ça n'existe pas. Mais ici là, il faut même que Paul Biya ait encore 100 ans à gouverner. C'est là où il fera du Cameroun ce qu'il a promis. Tu sais que quand il prend le pouvoir, il nous a promis un Cameroun qui sera guidé par la rigueur et la moralisation. Allez donc voir la catastrophe dans ce domaine. 43 ans après. Allez voir la catastrophe. Ils n'osent plus parler de ça. Hein. Ils sont sur le plateau, chacun développe un narratif, oubliant qu'ils nous ont d'abord promis ce qui devait être fait. On ne fait pas le bilan de ça. Au lieu de voir la catastrophe dans laquelle on a mis le pays, on construit un narratif pour bruiter les oreilles des gens. Ils sont très conscients que cette tranche ne peut pas leur tolérer de continuer à leur mentir. Et c'est pour ça qu'on les évacue pour qu'ils ne participent pas aux décisions qui les concernent. Mais il faut savoir quand même qu'ailleurs, Thomas Jefferson était le 3e président des États-Unis. Il a tellement bien gouverné qu'il a eu 2 mandats. On lui a même gratifié d'un 3e qu'il a refusé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas pris pour dire que la politique doit être laissée aux générations concernées. C'est à elles de prendre les décisions et d'en subir les effets. Ce n'est pas 92 ans qu'on décide encore pour les gens de 16 ans. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut trouver ça. Et ça peut être applaudi quand on est RDPC. On nous demande même que Paul Biya renouvelle son mandat. Moi-même, je suis d'accord qu'il revienne encore pour son mandat. On espère qu'il ne mourra même jamais. Parce que s'il meurt, le Cameroun va mourir. C'est ça, non? Donc, moi, je ne suis pas là pour qu'on nous perde le temps. Ce qu'on sait, c'est que Paul Biya doit dégager avec son régime parce que non, on va arranger le Cameroun. Il a déjà trop souffert. Voilà, Simon Mutingé, qu'est-ce qui peut justifier le maintien de cette clause électorale pour les jeunes à 18 ans au Cameroun? Au lieu à 20 ans, de passer à 18 ans, alors qu'à 16 ans, 18, on peut apporter les armes au Cameroun, on peut se marier, on peut fonder une famille, on peut entreprendre. Mais on ne peut pas choisir son maire. On peut quand même gérer une entreprise, on ne peut pas choisir son maire. Comment comprendre ça? Je voudrais d'abord dire que je suis étonné lorsque une personne de 3e âge stigmatise une personne de 4e âge. Parce qu'il trouve que lui mérite encore et que l'autre ne mérite pas. Bon, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. Je voudrais dire qu'il faut bien noter que des gens veulent manipuler une certaine jeunesse. Regardez très bien
même au printemps arabe et autres, vous allez vous rendre compte que c'est cette tranche d'âge. On cherche à manipuler. Vous savez pourquoi? Dans l'ossature d'un homme, il y a des étapes. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a la jeunesse et il y a le caractère adulte. Avant de parler de vieillesse et autres. Alors, quand on dit que la majorité matrimoniale chez la femme, c'est 16 ans, chez l'homme, c'est 18 ans, n'est-ce pas? En France, la majorité sexuelle égale la majorité matrimoniale, elle est de 13 ans, n'est-ce pas? La majorité élective est de combien en France? 18 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas cette majorité aux enfants de 13 ans aussi? Ils ne sont pas des citoyens. Ils sont. Puisqu'on est à 18 ans, on parle aussi à 13 ans, non? Puisque c'est aussi, ils peuvent aussi choisir, non? Vous leur donnez aussi le souhait de ne pas choisir. Il faut qu'on soit sérieux quand on pose un certain nombre de problèmes. La majorité, et on commence à travailler à quel âge au Cameroun? À partir de 20 ans. Parce qu'on entre à partir de 18 ans dans les concours. Et on commence à être soi-même à partir de 20 ans. Donc on est responsable. On peut assumer même une famille. C'est de ça dont il est question. J'ai fait un papier dernièrement où je parlais de la jeunesse. On disait que le jeune, qu'est-ce que le jeune fait? La jeunesse qui constitue une phase de la vie intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte, elle consacre à un accès progressif à l'autonomie et est marquée par la construction de l'affirmation identitaire. C'est donc une période par excellence de l'apprentissage, plus qu'un exercice de citoyenneté. Parce que justement, on veut à cette tranche d'âge donner à quelqu'un qui apprend à s'assumer l'exercice de la citoyenneté. C'est une fuite en avant. Pourquoi d'autres pays l'ont fait? Je vais vous Pourquoi dire, la Côte d'Ivoire l'a fait? Pourquoi le Gabon, le Tchad l'a fait? Oui, très bien. Les Camerounais sont moins intelligents ou moins responsables que les autres? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'au Maroc, c'est un roi et au Cameroun, c'est une république? Les pays se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce n'est pas le mimétisme. C'est à l'UPC qu'on parle du mimétisme. Que bon, en réalité, s'il n'y a pas de président de 92 ans ailleurs, il ne doit pas avoir au Cameroun. C'est chez eux là-bas, ils parlent du mimétisme. Oui, on a vu ça avec la Covid-19. On nous dit, regardez, on confine tout le monde, pourquoi on ne confine pas les Camerounais, ainsi de suite, ainsi de suite? Parce que beaucoup de Camerounais surfent sur le mimétisme. On a vu ailleurs, il faut implémenter ceci. Qu'est-ce que le président a fait à ce moment? Il a dit qu'il ne peut pas confiner ces populations, parce qu'on n'a pas le même cadrage démographique. Les populations camerounaises sont majoritairement jeunes. Et donc, Covid-19 résistant. Ce n'est pas l'occasion des autres pays qui voulaient confiner. Est-ce que vous avez senti la secousse comme ça a été le cas chez les autres? Les pays se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est de ça. Nous avons dit, et il y a même quelque chose qui m'étonne. L'UPC, entre 92 et 97, avait pratiquement, je crois, une trentaine de députés. Ils avaient un groupe parlementaire. Ils n'ont jamais posé ce problème à l'Assemblée nationale. Très bien, très bien. Ils n'ont jamais posé. C'est-à-dire, c'est vous qui dites maintenant, c'est vous qui représentez l'UPC sur ce plateau. Non, écoutez, pour nous dire vous êtes en train de. Vous voulez faire comme si. Vous donnez des chiffres. Vous voulez faire comme si vous aviez un groupe parlementaire en 92, au moins un groupe parlementaire en 92. Et donc, c'est vous qui représentez l'UPC. Non, je pose une question. Je pose une question. Non, on n'a pas besoin. On sait que le RDPC avait 88 députés. On le sait. C'est connu de tous. Et vous n'avez jamais posé ce problème. Lequel? Le problème de réduire la majorité, de rapprocher la majorité élective. Il n'y a que le problème là que l'UPC n'a jamais posé au Cameroun. Écoutez. Voici des gens. Les problèmes que l'UPC n'a jamais posé au Cameroun. Voici des gens. Il n'y a pas que c'est. Voici des gens qui sont dans des luttes de positionnement interne, qui ont fini par être discrédités. Eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils veulent faire pour laquelle vous étiez. Non, mais écoutez, tous les Camerounais ont lutté pour l'indépendance. Tous les Camerounais ont lutté pour l'indépendance. Le rapport Macron-Biya vient de sortir. On ne voit pas le nom du RDPC là-dedans. Vraiment, écoutez, là, vous avez lutté. Le nom de l'UPC. Le rapport qui est sorti. Il dit que le RDPC a lutté pour l'indépendance du Cameroun. C'est la querelle. Mais oui, c'est bien sûr la querelle. Il y a une grande querelle. C'est même un contentieux historique. On sait que les aînés sont pondérés.
Non, pas forcément. Vous n'allez pas nous marcher dessus parce qu'on vous a habitué à la pondération. Bon, allez, ça y est, c'est bon, bon, bah. Je voudrais dire que ce que je voudrais dire ici, c'est que nous avons un potentiel électoral de 15, je crois, de 14 millions. Et nous sommes à 7 900 000, c'est le dernier rapport. Et cette majorité tient lieu de ce qu'on a à 20 ans. Que les partis politiques qui sont les acteurs du processus se battent à atteindre cette majorité. On n'a même pas encore testé, on dit que non, allez encore chercher les autres. C'est une fuite en avant parce que la plupart d'entre eux sont oisifs. Quand il y a le travail sur le terrain, ils sont oisifs. Parce qu'après, ils vont venir pleurnicher sur les plateaux, regarder s'il y avait alors 18 ans, peut-être on devait gagner. Ils vont dire, mais s'il y avait même 16 ans ou 15 ans, on pouvait encore gagner. Non. Nous avons un potentiel électoral de 15 millions. Battons-nous pour le retrouver. Nous, à RDPC, depuis le 10 janvier dernier, le secrétaire général du comité central a mobilisé toute la base, cellules, comité de base, sous-section, section, représentation départementale et régionale pour le comité central, d'inscrire, de participants, inscrire tous nos militants. Il n'a pas dit tous les citoyens, il dit tous nos militants. Parce que c'est notre première base électorale. Et c'est ce qui se fait. On n'est pas là en train de dire que non, si tu étais 18 ans, ceux de 18 ans apprennent à être des bons citoyens par l'apprentissage. Et lorsqu'ils seront matures, ils vont participer, ils seront enrôlés. C'est de ça dont il est question. Mais on sait qu'à 18 ans, vous entrez dans la vie active. Entrez par la formation. C'est pour ça qu'on ne lance jamais un concours à moins de 18 ans. On dit 18 ans et vous avez une formation au moins de 2 ans. À 20 ans, donc, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir un salaire. Voilà, il nous reste 6 minutes, on va sur l'émission. On va aller rapidement vers des solutions. Du moins, on va dire ça comme ça. Docteur, la fête vient de passer. Hein. On a essayé d'évoquer un ou deux points sur ce plateau. Nous ne sommes pas toujours tous d'accord, hein, sur tout. Mais cette jeunesse, elle est constante, hein, elle est là. Elle a besoin d'espérer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeunesse aujourd'hui qui nous regarde, hein, cette jeunesse qui perd un tout petit peu foi à la gouvernance camerounaise, hein, cette jeunesse qui convoque son avenir aujourd'hui, qui d'après quasiment ou du moins très peu certaine, cette jeunesse qui veut faire l'agriculture, l'élevage, mais il ne peut pas faire les dabas, les roues, hein, comme dans le temps, ils ne sont pas assez accompagnés. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes pour qu'ils continuent tout de même, malgré tout, à croire au système et avancer? Ils continuent à espérer, apprendre, espérer, apprendre et apprendre. Il va dire qu'il doit aussi prier peut-être. Non, la prière, j'ai souvent pour habitude de dire que Dieu est la belle excuse. Oui. Pourquoi je dis ça? Dieu est la belle excuse parce que si j'ai besoin de boire cette eau et que je dis ok, je ne la prends pas et je bois, je dis bon, Dieu va faire que je boive cette eau, je vais mourir. Donc Dieu est la belle excuse. Dieu nous a donné l'intelligence pour dire que quand on a besoin de quelque chose, on met notre intelligence en jeu. Moi, je pense que les jeunes doivent apprendre, continuer à apprendre et toujours espérer parce que il faut qu'ils continuent d'espérer. C'est la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà, formation. Qu'est-ce qu'on a à cette jeunesse? Non, déjà, garder espoir. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut déjà dire à cette jeunesse, c'est que l'école n'est pas la seule voie qui donne la possibilité de s'insérer socialement parlant. D'ailleurs que la structure de notre État n'offre pas beaucoup de possibilités dans ce sens-là. Mais maintenant, les jeunes, en réalité, doivent se réinventer. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la spiritualité. Je pense que chaque jeune devrait découvrir le potentiel que Dieu a mis. Très grosses opportunités. Je vous dis, des très grosses opportunités. Il faut les saisir. Et il n'y a pas meilleur moyen de les saisir que maintenant. Il faut les saisir. Il y a du potentiel. Ils sont bien formés. Maintenant, il faut les saisir. Maintenant, il ne faut pas se dire que je serai fonctionnaire. Parce que si aujourd'hui, certains célèbrent encore les fonctionnaires, nous, on célèbre désormais les vrais capitaines d'industrie. Pour moi, les vrais modèles, c'est nos industries. On transforme le cacao au Cameroun. Et il y a certains qui transforment le manioc. Il y a beaucoup de choses qui se font au Cameroun. Et donc, les jeunes doivent suivre tout ce monde-là. C'est tout à fait normal qu'il y ait des difficultés. Tout le monde a des difficultés. Mais ceux qui surfent sur leurs difficultés sont ceux-là qui ne veulent pas du bien à cette jeunesse. Il y a des difficultés, mais comme on dit, le matin se lève, on prie Dieu. Parce qu'au départ, c'est Dieu. Et quand on rentre, on dit au Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Merci, il veut me reposer. Mais entre-temps, on se bat. Et on se bat loyalement. Et il y a des opportunités.
il n'y a pas lieu de désespérer. L'espoir, même il faut jamais mettre ça de côté, c'est que les choses sont là. Il faut seulement se battre à avoir sa part. Voilà, on sort avec vous, Pascal Ekan. Les gens ne doivent pas désespérer, il y a À espoir. vivre d'espoir, il y a un risque de mourir désespéré. À vivre d'espoir, il y a un risque de mourir désespéré. Nous sommes devant des gens qui ont ruiné le Cameroun. Ils volent tout l'argent qui devait servir la jeunesse à se développer. La jeunesse fait l'école, la jeunesse sort, la jeunesse n'est pas employée. Les moyens qui devaient être mis dans le développement du pays pour trouver de l'emploi à la jeunesse est détourné par ces gens-là, par ces gens qui sont là. Ils sont Camerounais aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir. Quand on commence à poursuivre ils sortent sa vraie carte d'identité. Ils viennent encore mentir aux jeunes, leur demander de l'espoir pour qu'ils vivent désespérés, ils meurent désespérés. La jeunesse ne doit pas mourir désespérée. La jeunesse doit se mobiliser pour chasser du pouvoir ceux qui ruinent le pays. C'est tout. Voilà, célébration d'affaires de la jeunesse au Cameroun, bilan, perspective et prospective pour le faire de là. C'était la thématique qui était posée sur la table ce jour. Nous n'avons pas la prétention d'avoir élagué tout le thème. Les débats continuent dans nos différentes plateformes. Nous sommes sur le plateau jour avec Dr Jean-Pierre Loïc Koulou. Merci d'être venu sur le plateau. Merci, je vous remercie. Voilà, je suis avec Franck Manson. Merci d'être venu sur le plateau ce jour. Je suis avec Simon Mechingue. Merci d'être venu. Je suis avec Pascal Ekan. Merci beaucoup de m'inviter parce que les gens s'ils n'aiment pas la vérité. Et nous on est là pour leur dire ce qu'il y a parce qu'ils refusent ce qui crève l'œil. On va leur dire la vérité parce que c'est la vérité qui a franchi. Ils ont ruiné le pays et ils veulent endormir la jeunesse. Voilà, l'émission de ce jour est encore coordonnée par Christelle Tigniem et supervisée par l'honorable François Biba. Restez en compagnie des programmes d'Horizon 3 Télévision, parce qu'ils sont meilleurs à la télévision et nulle part ailleurs. Restez scotchés ici. On vous donne rendez-vous demain, 18h30, au cadre de la première sortie de la semaine de votre émission Horizon Soir. Bon week-end et bonne semaine à tout le monde.